Alors, Yannick après une formation pratique destinée au métier du tourisme et du patrimoine, et il a fait une maîtrise en tourisme, loisirs et patrimoine à l'Université de Lyon 2, pour ensuite enchaîner avec un Master 2 à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Il est à l'UMR et recherche interdisciplinaire sur la ville, l'espace et la société, où il fait une thèse à la croisée des études touristiques et urbaines. Donc, il s'agit de comprendre les mécanismes de reconnaissance susceptibles d'affecter les quartiers populaires par l'effectuation de nouvelles pratiques artistiques et touristiques. Voilà, donc voici le titre de sa communication et je vais la Merci pour cette introduction. Je risque de reprendre certains éléments dans la communication et puis merci aussi aux organisatrices de me donner l'occasion de présenter ces premiers matériaux recueillis à l'issue d'un premier séjour de recherche, ce qui constitue mon laboratoire de premier plan, les quartiers nord de la ville de Marseille. Je suis donc en deuxième année de thèse, inscrit à l'Université Lyon 2, et plus précisément, donc, je fais cette thèse au sein de l'École nationale des travaux publics de l'État, une école d'ingénieurs située dans la commune de Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise. On en a parlé un petit peu hier, donc une commune justement réputée pour abriter un bon nombre de pathologies urbaines. Et en fait, l'UMR, donc c'est l'UMR EVS, et l'équipe de chercheurs, c'est l'équipe Rive Recherche Interdisciplinaire sur la ville, l'espace et la société. C'est là-bas que je suis accueilli et je mène cette thèse sous la co-direction du directeur de cette équipe, Éric Charme, qui est urbaniste, mais aussi sous la direction d'une géographe, Isabelle Lefort, professeure à Lyon 2. Il s'agit donc, comme vous le disiez, d'une thèse à la croisée des études urbaines et touristiques. Effectivement, cette communication procède d'une recherche doctorale sur les modalités de l'émergence d'un changement de regard porté sur les quartiers des grands ensembles, même si tous ces quartiers ne souffrent évidemment pas d'une image péjorative et que tous donc ne sont pas concernés par la restauration d'une identité positive. Il suffit de penser que des quartiers de grands ensembles sont situés dans les centres-villes, bien situés, sont peuplés bourgeoisement. Pour ma part, c'est bien les tours et les bars apparentés aux banlieues urbaines, touchées par la pauvreté économique et sociale, voire par la violence, qui constituent mon terrain principal. Alors il sera ici question donc des quartiers nord de Marseille. Voilà pourquoi cette première diapositive propose quelques éléments de repère très brefs sur ce terrain. En contrepoint des quartiers nord de Marseille et de la banlieue est de Paris, le département du 93, est également prévue l'étude des modalités de redécouverte, de revalorisation des quartiers populaires péricentraux, cette fois-ci de Montréal au Québec. Mais revenons donc au terrain français, donc les cités, localisées dans les périphéries des villes françaises, parce qu'elles cristallisent l'ensemble des mots emblématiquement associés à la crise des banlieues, sont, il est vrai, massivement associés au discrédit, tant la distance à la centralité urbaine, en termes géographiques, sociaux, économiques, mais également esthétiques, est largement soulignée dans les discours politiques et médiatiques dominants. C'est donc par l'effectuation de nouvelles pratiques artistiques et touristiques que nous envisageons les conditions et modalités de réappréciation de ces espaces. Nous qualifions ces pratiques de récré-artistes pour signifier sous un même terme deux dimensions complémentaires, art et tourisme, d'une même entreprise de légitimation. Le phénomène qui engendre ce que l'on peut qualifier de mobilité curieuse a de quoi surprendre tant le décalage est effectivement grand entre un imaginaire touristique dominant peuplé de sites riants et accueillants et ces espaces supportant une imagerie urbano-pathogène. Vous aviez donc ici quelques éléments sur ces quartiers nord qui n'ont rien de touristique a priori, comme vous pouvez le voir. Et pourtant, en marge du principe de table rase qui préside généralement à l'action publique depuis la fin des années 90, une diversité d'acteurs gravitant dans les cercles donc, touristiques, patrimoniaux et artistiques, mais on pourrait également parler des métiers du domaine de l'architecture, et bien une diversité d'acteurs agissent dans le sens de la reconnaissance des grands ensembles d'habitat social, et ces acteurs défendent la qualité du tissu urbain et social existant. La société civile donc, des habitants, des artistes, des acteurs sociaux, mais aussi des institutionnels, des élus, des organes de promotion territoriale, selon une temporalité, des stratégies, des moyens qui diffèrent, tous agissent dans le sens de la reconnaissance.
À l'issue donc d'un séjour de recherche d'1 mois et demi que j'achève tout juste dans les quartiers nord, je voudrais mettre ici en discussion 2 premières analyses fondées sur un corpus d'une trentaine d'entretiens avec donc des acteurs variés concernés par la mise en valeur de cet espace stigmatisé. C'est à partir d'une coopérative d'habitants ayant pour objet la revitalisation symbolique, la revitalisation économique et la revalorisation symbolique de ces quartiers que mon entrée sur le terrain s'est faite. Autour de ce collectif d'habitants, de cette coopérative, des balades urbaines dans des cités réputées sensibles s'élaborent, des chambres d'hôtes se rendent disponibles en cité d'habitat social ou à proximité immédiate, dans un espace jusqu'alors perçu donc comme inhospitalier et sans ressources, ce qui renouvelle de fait la place de ces quartiers dans l'offre touristique et dans le territoire de manière générale. Je propose dans cette communication de centrer mon propos sur le rôle des touristes et des artistes dans le processus de reconnaissance des quartiers nord de Marseille. Les touristes sont donc ici des participants à des balades urbaines ou des séjournants dans ces lieux jusqu'ici disqualifiés. Les artistes sont ici des personnalités ou des collectifs qui proposent de découvrir, selon des modalités qui mêlent expérience artistique et touristique, ces quartiers nord. En clair, nous allons interroger les images de la périphérie stigmatisée de Marseille susceptibles d'être produites lorsqu'elle se voit constituer, cette périphérie marseillaise, en un objet attractif à partir de discours et de pratiques issus du registre touristique et artistique. Vous avez donc là sur cette seconde diapositive les propos d'un guide habitant des quartiers nord qui parle donc d'espaces intéressants, séduisants et beaux. Pour expliquer ce paradoxe donc, que j'évoquais et qui est contenu finalement dans cette idée qui consiste à vouloir faire voir et parcourir des espaces et des objets en périphérie de nos villes, je vous propose quelques repères sur l'émergence d'une banlieue touristique. Donc voilà, quelques éléments sur cette idée qui peut paraître effectivement étrange. Il faut savoir que, mettant à mal aujourd'hui la figure du touriste moutonnier, succèdent des façons d'être touriste résolument plurielles. Produit de la fin du tourisme fordiste, d'autres modes d'être touriste apparaissent effectivement aujourd'hui à un rythme d'ailleurs assez effréné, à la standardisation des équipements et des pratiques qui caractérisaient donc le tourisme fordiste, le tourisme de masse, se sont progressivement tuilés aujourd'hui d'inédites pratiques s'inscrivant dans les espaces touristiquement reconnus comme tels et où, en mobilisant de nouveau, on a vu émerger ces dernières décennies un tourisme de shopping, un tourisme vert, blanc, culturel, etc. À ces catégories par ailleurs poreuses s'ajoutent d'autres attentives au quotidien, à l'ordinaire, à la contextualisation du séjour, aux interactions sociales. Le tourisme en banlieue, le tourisme de banlieue, relève, à n'en pas douter, de ce registre. Philippe Violet donc écrit dans la revue Espace, cette revue qui dès 2004 s'interroge sur l'hypothèse d'un tourisme en banlieue, je cite, « Aucun lieu n'a vocation à devenir touristique a priori, c'est bien le regard de l'autre, l'étranger, le touriste, qui invente la destination touristique. Il n'y a donc aucune raison à ce que la banlieue, ou plutôt certaines banlieues, ne deviennent pas touristiques. Le tourisme a toujours fonctionné ainsi, par invention de nouvelles pratiques. » Vous avez pu donc lire la suite. Un an avant que la revue Espace n'interroge le tourisme en banlieue, le guide du routard, donc dès 2003, proposait la découverte de la banlieue dans une édition spéciale en jouant de la rhétorique paradoxalement répandue qui consiste à enjoindre de sortir des sentiers battus. Voilà pourquoi, en fond du propos de cet excursionniste rencontré dans les quartiers nord de Marseille, j'ai mis à titre d'illustration la carte de la ville de Marseille distribuée par l'Office de tourisme. Sur cette carte, les quartiers nord de la ville de Marseille n'apparaissent pas. Ils sont donc jugés sans intérêt, ils ne sont pas représentés. S'y aventurer consiste donc bien à emprunter les chemins de traverse. Alors que disait dès 2003, je reviens sur ce guide du routard spécial banlieue de Paris, je cite, « Partir explorer la banlieue n'est pas encore rentré dans les mœurs de l'homo touristicus. Dommage, ou plutôt tant mieux, ça prouve qu'il reste des espaces aux explorateurs. » À Marseille, créée en 2009, la coopérative touristique et patrimoniale que j'évoquais, implantée donc dans les quartiers nord,
et qui a constitué cette porte d'entrée sur mon terrain, présente de cette manière son activité. Au nord de Marseille, là où les bars HLM côtoient les vieilles Bastilles, se cachent des trésors d'histoire et de culture que leurs habitants redécouvrent et nous invitent à redécouvrir. Depuis plusieurs années, ils fouillent, cherchent et interrogent un patrimoine foisonnant et souvent méconnu. C'est bien l'image d'une périphérie urbaine vierge d'expédition qui est ici proposée à l'exploration. Le public essentiellement local, beaucoup de Marseillais ne sont jamais allés dans les quartiers nord de Marseille. C'est quelque chose d'assez surprenant, mais il est vraiment admis qu'il existe deux villes, la partie sud qui concentre les aménités et la partie nord marginalisée en tout point. Et bien ce public ne s'y trompe pas, c'est bien d'une aventure dont il est question, certes d'une aventure du proche, c'est un tourisme de proximité, mais d'une aventure quand même, au sens où il s'agit bien d'un saut dans un territoire déqualifié, ou plutôt hyper qualifié négativement. Cette Marseillaise habitante de la partie sud, rencontrée lors d'une balade qui traverse quelques copropriétés dégradées ou des grands ensembles HLM, raconte « Je me suis rendu compte que j'avais une micro-vision de Marseille. Je vais sur la Canebière, la Corniche, le Vieux-Port. Je vais à l'Estac, un peu au Panier, mais les quartiers nord jamais. Et moi j'aime beaucoup marcher et à un moment donné, j'ai eu le sentiment de ne plus pouvoir rien explorer. Et quand j'ai vu ça dans Télérama, je me suis dit tiens, des balades dans des endroits inconnus. C'est donc bien une ville occultée qu'il s'agit de découvrir pour le prétendant à ces espaces disqualifiés. Et lorsque la gouvernance touristique soutient finalement une initiative d'artistes désireux de promouvoir la métropole marseillaise et ses paysages et objets encore illégitimes, le projet est en fait un sentier de randonnée périurbain qui traverse sur plus de 300 km des zones industrielles, des terrains vagues, des grands ensembles HLM. Alors là, j'ai reproduit aussi en fond, à titre d'illustration, une partie de ce tracé, de ce sentier métropolitain, qui sillonne les confins de Marseille, finalement. Et bien, si les autorités vont soutenir l'idée de faire voir l'habituellement invisible, eh bien, ils n'acceptent pas tout, ces autorités, réagissant au tracé proposé par donc ces artistes, qui revendiquent au passage l'héritage situationniste, la dérive qui caractérisait, qu'avait théorisé quelqu'un comme Guy Debord. Et bien donc les autorités n'acceptent pas tout. Dans un document de travail à propos de la discussion qui consistait à dire suivant quel parcours allons-nous faire passer ce tracé, et bien à propos des passages qui donnent trop à voir les cités HLM, la ville de Marseille répond attention, peu touristique, aspect très quartier nord, tracé à revoir. Finalement, chez les pratiquants, au contraire, c'est bien l'antitourisme de la pratique qui constitue la valeur de la pratique. C'est quelque chose qui revient beaucoup en entretien. C'est pourquoi les acteurs de ce tourisme, qu'ils soient les demandeurs comme les offreurs, donc par exemple ce guide habitant que j'évoquais précédemment, et bien tous récusent bien souvent le qualificatif de touriste. Ils préfèrent les termes de passagers, d'explorateurs, et donc ces termes servent l'idée d'une pratique encore expérimentale. Mais le tourisme périphérique à Marseille ne constitue pas une catégorie étrangère à l'offre touristique du centre-ville. En réalité, moins qu'opposé, le tourisme des quartiers nord et celui du centre-ville s'auto-alimentent. Il ne s'agit pas pour ces touristes en dehors des sentiers battus de ne pas bénéficier des offres davantage légitimes et instituées. Ainsi, ce couple de touristes rencontrés de la région parisienne intègre dans son séjour à Marseille non seulement la visite des grands musées, du centre-ville, des quartiers, des monuments historiques, mais également la visite d'une cité d'habitat social des quartiers nord pour, et je les cite, voir tout Marseille, le vrai Marseille aussi, comment les gens vivent en réalité. Leur guide ce jour-là, une habitante de la cité de la Visitation, dit de son quartier « C'est vrai qu'avec les médias, on voit toujours les mêmes images, la délinquance, on montre toujours les mêmes images, et moi ça me blesse, parce que c'est vrai que j'ai un beau quartier, il est beau à visiter mon quartier, on a du patrimoine dans nos quartiers, il n'y a pas que Notre-Dame de la Garde à Marseille. » Notre enquête sur ce tourisme des quartiers nord de Marseille ne saurait conclure à un discours touristique parfaitement débridé qui érigerait les tours et les bars en des objets purement esthétiques. La conscience généralement très forte du contexte socio-économique de la destination bride la seule délectation esthétique. Il faut dire que la dimension militante de ce tourisme, la visée didactique de la pratique sont des perspectives globalement partagées par les visiteurs comme les offreurs. Ainsi, le récit touristique se concentre-t-il globalement sur le lien
entre cité d'habitat social et mémoire ouvrière. Néanmoins, le risque de la démolition entraîne la constitution du parc d'habitat social des quartiers nord en un hypothétique patrimoine architectural, une corrélation déjà observée par ailleurs par un auteur comme Vincent Deschamps qui a mis en évidence le lien entre prise de conscience de l'intérêt patrimonial des quartiers des grands ensembles et risque de rénovation urbaine. De la critique de la rénovation urbaine au regard patrimonial, l'esthétisation semble donc en marche. Le travail d'artistes impliqués dans les quartiers nord, ces cités d'habitat social en particulier, accélère, à n'en pas douter, le processus. N'est-il pas admis que les artistes sont dotés d'une sensibilité prémonitoire et d'une capacité prescriptive à même de leur faire partager, ce point de vue anticipateur? L'accession des quartiers nord de Marseille, ces grands ensembles populaires, en premier chef, au rang de paysage, ne va pas de soi. C'est justement contre l'évidence que le philosophe Alain Roger affirme que les regards collectifs portés sur des paysages, auparavant seulement des pays, sont les produits d'une invention historique principalement due aux artistes. Il nomme ce mécanisme d'élection à la dignité paysagère artialisation. Suivant ce principe de construction sociale des paysages, nous voudrions témoigner dans cette thèse d'une sensibilité paysagère naissante, nouvelle, impulsée par les artistes. Ironie de l'histoire, l'Estac, qui est un petit village de pêcheurs croqué par les impressionnistes, est effectivement situé dans les quartiers nord de Marseille, mais échappe, du fait de ces illustres artistes et modèles qu'ils forgèrent, à la marginalisation. Dès lors, la géographie locale concourt à renforcer l'hypothèse privilégiée. Alain Roger prend soin de distinguer deux manières dont les artistes peuvent produire une signification paysagère. L'artialisation in visu et l'artialisation in situ. L'artialisation in visu, c'est lorsque les artistes proposent des modèles picturaux, littéraires, sculpturaux, photographiques, cinématographiques, dont la fonction est de guider le regard du curieux, dès lors à la recherche de correspondance. Rachid Amirou, un sociologue important dans le champ des études touristiques, soulignait dans le même sens, je cite, « Le paysage est affaire de relecture, il s'agit de retrouver le texte biblique, savant, le tableau, le pittoresque et le mythe derrière l'étendue. On se doit de confirmer ou de perpétuer une première lecture faite de préférence par des autorités en la matière, les peintres, les écrivains et les grands voyageurs. Il y a peu de découvertes dans le tourisme, il n'y a que de la reconnaissance et de la vérification d'images et de mots enfouis dans notre mémoire. On va vérifier ce qu'on a su ou lu sur l'endroit pour comparer. » Alain Roger, quant à lui, écrit « C'est précisément au génie de Cézanne que nous devons la Sainte Victoire, son inspiration, son artialisation de pays en paysage. Sur l'autoroute A7 qui traverse le massif, on vous somme, par voie d'affiche, d'admirer la Sainte Victoire et les paysages de Cézanne. On vous nomme le génie du lieu, comme si sans cette référence, le paysage risquait de tomber dans l'indifférence. » L'idée que je voudrais proposer est la suivante, de même que l'invention de la Provence, de la mer ou de la montagne doit beaucoup à la médiation artistique, peut-être que l'invention de la banlieue aujourd'hui est le produit d'une application artistique nouvelle qui fait avec les techniques de son temps, mais selon un procédé donc semblable. Aux impressionnistes et leurs tableaux, qui moins que représentant la Provence l'inventent finalement, succèdent aujourd'hui des artistes contemporains et leurs clichés en partie photographiques. On peut évoquer d'autres formes artistiques et leurs clichés donc avant-gardistes qui sont peut-être en mesure de promouvoir la banlieue comme objet esthétique. Alors, voilà quelques photographies. Les premières sont issues d'une série de 100 points de vue réalisés donc depuis ce sentier métropolitain que j'évoquais tout à l'heure, imaginés donc par des artistes. Ces photos illustrent en même temps qu'elles élaborent les paysages susceptibles d'être appréciés le long du parcours. Les cités sont issues et lues dignes de regard, un schème de perception est proposé. Je vais donc passer un peu rapidement. Les secondes photographies sont celles d'une artiste photographe qui, en lien avec la coopérative touristique d'habitants des quartiers nord dont j'ai investigué, propose une série de photographies qui met en valeur la population et l'habitat emblématique des quartiers. Il faut noter que les deux séries photographiques que j'évoque ont été éditées au format de la carte postale et proposées à la vente, ce qui atteste du lien complice entre regard artistique et regard touristique. Bon, sans aller trop loin, je dirais aussi qu'il y a des œuvres littéraires qui rendent compte de dispositifs artistiques dans les quartiers nord de Marseille, et donc tout ceci constituera un corpus qu'il faudra que j'analyse plus sérieusement. Je sais
pas si j'ai tellement le temps, mais alors ce philosophe Alain Roger parle donc d'artialisation in visu, et puis également d'artialisation in situ. C'est lorsque l'artiste intervient directement sur site pour en modifier matériellement la forme, le constituant dès lors en une œuvre, susceptible donc d'être appréciée en tant que telle. Le philosophe pointe en ce sens le rôle déterminant des paysagistes ou des artistes du land art. Eh bien, sur le terrain des quartiers des grands ensembles populaires de Marseille, peut-être qu'un semblable processus d'artialisation s'observe. Je vais prendre cet exemple donc. La cité de la Bricarde, une cité des quartiers de Marseille, est devenue depuis peu la cité des curiosités, depuis que le bailleur social a décidé de financer l'installation d'œuvres contemporaines au cœur du quartier. Donc l'enjeu pour le bailleur social, c'était de favoriser une meilleure appropriation des lieux de vie par les habitants, de créer du lien social, de la mixité, puisque des curieux de passage maintenant s'aventurent dans la cité de la Bricarde pour y apprécier ces œuvres d'art contemporain. On peut également dire que les artistes ont concrètement façonné le lieu de vie de la cité selon un processus d'esthétisation. L'œuvre particulière implantée dans le quartier, il y en a plusieurs, ici c'est un exemple, dilue finalement sa valeur esthétique sur l'ensemble du lieu de la cité. Je vais peut-être pas du coup lire les propos de l'opératrice culturelle, l'administratrice culturelle en charge des relations habitants-artistes, mais voilà, on comprend bien cette idée que à partir de l'œuvre de l'artiste, effectivement, peut s'opérer une esthétisation de l'endroit de la cité. Les images susceptibles d'être produites par l'émergence de pratiques touristiques et artistiques ne sauraient être univoquement favorables à la banlieue de Marseille. Il convient de distinguer non seulement les producteurs et les destinataires de ces images, mais également la nature de ces images et les différentes lectures dont elles peuvent faire l'objet en fonction des concernés. Je vais donc conclure là-dessus. Dans cette communication, j'ai fait le choix d'insister sur des images et des imaginaires valorisants pour ceux qui s'en dotent et les diffusent. Le touriste en visite en banlieue n'en est pas un, mais revêt volontiers le costume de l'explorateur. L'habitant des quartiers nord, des cités d'habitat social en particulier, trouve dans ce tourisme expérimental le moyen de se légitimer et de rompre avec les stigmates habituellement véhiculés. C'est ainsi qu'est promu au rang de lieu d'intérêt les grands ensembles populaires. Et l'artiste complète le récit touristique centré sur l'histoire sociale locale en ajoutant à la défense de la mémoire ouvrière la promotion de la mixité sociale, de l'ambiance populaire, de la convivialité des lieux, des arguments qui reviennent souvent, au passage qui rappellent ceux des artistes, des gentrifieurs de manière générale. Eh bien, l'artiste ajoute l'idée que les formes urbaines emblématiques des quartiers des grands ensembles sont susceptibles d'une appréciation esthétique. Si l'invention donc de la banlieue via le canal récré-artiste est le produit et la manifestation d'images désormais en circulation qui font des quartiers nord des lieux dignes d'intérêt à plusieurs titres, reste que ces images comportent un envers non négligeable, celui du risque d'indigénisation et de folklorisation, des dérives largement observées sous d'autres latitudes touristiques, depuis longtemps balisées à la suite de quelques pionniers, touristes intrépides et artistes avant-gardistes. Après avoir évoqué tout au long de mon propos quelques aspects réjouissants des potentialités contenues dans un exotique de proximité, grâce à la valorisation de l'espace périphérique, je vais peut-être illustrer un défi important auquel risque de se confronter toujours davantage ce tourisme de banlieue, ce tourisme des périphériques. Pour ça, je vais recourir à une observation de terrain. Donc je vais sauter un passage. C'est une scène observée à l'occasion d'une balade dans la cité de la Visitation. Elle donne à réfléchir. Une habitante, une figure du quartier, habitante dans le quartier depuis 88, membre actif du centre social, propose donc la découverte de sa cité et des alentours. Sortie de chez l'épicier, une étape du parcours, le groupe auquel j'appartiens et dont l'allure est franchement touristique, c'est l'été, les bermudas sont de mise, comme les casquettes, les appareils photo. Eh bien, le groupe est interpellé par des jeunes assis au pied d'un immeuble. Et donc là, les jeunes nous disent « Oh là, les touristes, bien ou quoi, franchement, vous êtes des touristes, un truc de fou. Vous voulez voir un jeune typique des quartiers nord, Samir, viens voir. Ils veulent te voir, regardez, messieurs, dames, un jeune des quartiers nord. » Donc là, Samir en question tourne sur lui-même. Tout y est, casquette, basket, prenez des photos. Donc là, un malaise devient palpable dans le groupe et des voix s'élèvent. Non, non, vous savez, nous, on vient pour le patrimoine. Probablement donc que l'argument de l'intérêt patrimonial n'a pas convaincu, mais en tout cas paru bien inapproprié cette fois dans un contexte, vous l'aurez compris, socio-économique marqué de la pauvreté et de la relégation. Pour signifier les images stigmatisantes susceptibles d'être élaborées sous l'effet combiné de ces parcours touristiques et artistiques, j'aurais également pu avoir recours à ces témoignages, peu nombreux, mais signifiants,
d'habitants ou de médiateurs de centres sociaux qui proposent des balades urbaines dans les cités et qui ont dû faire face parfois à la recherche de sensationnalisme de certains touristes voyeuristes. Au final, on peut s'interroger, la constitution d'une banlieue comme objet de désir va-t-elle se faire à partir de la mise à mal des préjugés en circulation, ou bien les stigmates communément relayés sur la banlieue vont-ils nourrir des comportements qui abonderont dans le sens d'une banlieue inhospitalière, sorte de jungle urbaine composée d'archipels de cités interdites où cohabitent une faune et